du fait que je veux assurer avec le travail de mes collègues aux provinces la pérennité des communautés francophones, j'annonce 2 choses. De un, l'augmentation de 10 communautés accueillantes, il y en a 14 déjà à travers le pays, de 10 communautés accueillantes qui vont pouvoir aider à épauler les gens quand ils s'intègrent, surtout en région, à travers le Canada. Je vais nommer ces communautés parce qu'elles sont importantes, sont à travers le pays, mais il y en a à peu près la moitié qui se trouvent dans les Maritimes. D'abord, en Colombie-Britannique, la communauté de Nanaimo. Au Manitoba, la région de Rivière-Rouge. En Nouvelle-Écosse, chez Dican. J'y serai demain. Donc, c'est une belle nouvelle. On a déjà la région évangéline aussi, donc aucune addition dans la région évangéline. Au Nouveau-Brunswick, la région de Belle Bay, ce qui inclut Bathurst et la Première Nation de Pabineau. À Caraquet, bien évidemment, ce qui inclut la rivière du Nord et Haute-Terre. La région de Restigouche-Ouest. Au Saskatchewan, Prince-Albert. En Ontario, Cornwall. Le district de Cochrane et London, bien évidemment. Donc, c'est une belle nouvelle pour ces communautés. Ça va assurer, avec le financement qu'on va leur donner, qu'il y a la possibilité de bien accueillir des gens qui s'établissent en région, parfois pour la première fois au Canada. Donc ça, c'est la première nouvelle. La deuxième nouvelle, et on parle encore de structure, c'est un projet pilote pour les universités, les institutions comme Sainte-Anne, de pouvoir assurer que les étudiants internationaux qu'ils accueillent ici d'expression francophone puissent avoir un accès accéléré à la résidence permanente. Sachez qu'étudiant international, quiconque étudie comme étudiant international au Canada n'a pas nécessairement le droit d'accéder à la résidence permanente. Par contre, pour ces gens, dans le contexte de notre projet pilote, puis ça va être 2000, peut-être 2300 personnes, un accès accéléré à la résidence permanente. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui, évidemment, parlent un français impeccable, qui étudient dans des institutions postsecondaires au Canada d'expression francophone, de vocation francophone, et qui vont avoir 2, 3, même 4 ans de début d'intégration dans le beau pays qui est le Canada. Donc, c'est une initiative qui est très importante parce que ça amène encore une structure au volume que j'ai annoncé qui est quand même assez ambitieux. Donc, c'est ça l'état des choses aujourd'hui dans le contexte des 2 annonces. C'est une bonne nouvelle pour les gens qui ont à cœur le fait français et les communautés francophones à l'extérieur du Québec. Une belle annonce pour le Canada. On a un défi comme pays de s'assurer la pérennité, oui, de ces communautés, mais la pérennité de notre identité nationale, qu'est le bilinguisme. Évidemment, en ce qui a trait au français, encore des initiatives qui sont à faire. J'en aurai beaucoup plus annoncé dans les mois à suivre, mais c'est un bon début et puis c'est un excellent début pour les communautés qui vont en bénéficier, surtout les personnes qui vont s'intégrer dans des milieux francophones et pouvoir s'épanouir dans ces belles communautés comme celle où je suis aujourd'hui avec mon ami Darrell. Donc, je vous remercie infiniment et je terminerai là-dessus. Et je suis très impatient de prendre vos questions. Thank you, everyone. Merci beaucoup. Nous allons maintenant prendre des questions de la part des journalistes. Une question de suivi chacun. Veuillez mentionner votre nom et les médias que vous représentez. We will now take questions from the media. One question, one follow-up each. Please state your name and the outlet you represent. Bonjour, Héloïse Rodriguez, Radio-Canada, RDI. Est-ce que vous pouvez expliquer le projet pilote un peu mieux? Ces 2300 personnes, comment est-ce qu'elles sont choisies? Ça sera où? Est-ce que c'est des gens qui sont déjà au Canada, des futurs étudiants? Voilà. Oui, une très bonne question. Yeah, sure. Okay. Do you want me to repeat the question in French? No. Do you want me to translate the... That's okay. Okay. Bon. Donc, le projet pilote vise à peu près 2000 personnes. Ce sont des personnes qui sont présentement ici ou qui viennent dans l'année à suivre. Donc, ces gens-là seraient éligibles. Il y a une étape additionnelle à franchir, notamment de s'assurer que ces gens-là sont bien encadrés, donc un travail avec les institutions
qui seront visés, qui feront partie du projet pilote. Donc, un processus qu'il va falloir ratifier avec les institutions elles-mêmes pour assurer que les gens-là qui vont être choisis sont choisis de la bonne façon et que les institutions elles-mêmes vont pouvoir les épauler et les appuyer. Donc, il y a un travail supplémentaire à faire, effectivement, à ce niveau. On veut s'assurer, j'ai le choix, j'aurais peut-être le choix de donner la résidence permanente accélérée à quiconque parle un certain niveau de français. Mais je pense que les institutions elles-mêmes ont une responsabilité de s'assurer que ces gens-là sont bien appuyés, bien entourés dans leur contexte d'intégration au Canada. Donc, c'est du nouveau dans le domaine. Je serais prêt, en fait, à l'élargir s'il y a un succès, même tentatif. Mais pour l'instant, ça va prendre, puis on en a parlé ce matin, ça va prendre l'implication intime des institutions en particulier, puis on va signer des ententes avec eux pour s'assurer que les gens qui viennent ici sont bien entourés et qui ont par conséquent l'accès à la résidence permanente. Sorry, the pilot project, and I was trying to give some context to your colleague, is one that's new. I could have given accelerated permanent residency to people with a certain level of French. It would have been a much broader category. But in this context where we are giving an accelerated pathway to permanent residency for people that are international students, in the context of the integrity challenges that we're facing with the program generally, we want to make sure that the institutions are properly supporting those people generally, whatever student comes here and is paying the fees that they're paying. But we also want to make sure that the candidates that are chosen are ones that are done in conjunction with the institutions that take up this offer. So we have some memorandum of understanding that we're going to have to sign with them to make sure that this happens. I could make it quite broader if it works, or if I have a tentative feeling that this is something that is successful, because we do have to make sure that we are reaching our Francophone levels. So it's something I'll be watching actually quite closely in the next little while. It'll apply to people in current school year or ones coming in. Again, that's the work that we have to do with the institutions in question. Et en question de suivi, donc justement, avec des cibles d'immigration aussi ambitieuses, est-ce que 2000 personnes pour un projet pilote, c'est suffisant? Ben, c'est la limite légale des projets pilotes. C'est la raison pour laquelle je regarderai ça de façon très intense. Donc, parce que je veux, si c'est un succès, même si j'ai l'impression que ça va être un succès, je suis prêt à le bonifier. If we could do answers in both languages. Yeah. Thank you, Minister. On a different topic, actually, your government has said it's reviewing the timeline of events in the terror case in Toronto. Wondering what that has uncovered. So, look, I'd like to give you a better answer, frankly, today, and I don't have one better than the one I'm about to give you. The reality is I want to know exactly what happened, when, and how. That is something I have ordered my deputy minister to undertake with my department, to look at the timeline at which the individual in question got their permanent residency and citizenship, who knew what, when, and how. I hope to be able to provide answers in a relatively short timeline about what happened. I'm as disgusted as any Canadian, but I have a responsibility to get to the bottom of it. And I will. The information that I can share in the context of criminal proceedings may be limited, but I want to make sure first and foremost that Canadians are safe and that we do not compromise an ongoing court case. But again, I think Canadians deserve answers. I'm going to get to the bottom of it. I'm also going to take the next step, which is to start the preliminary work with the evidence at hand to look at whether the individual in question's citizenship should be revoked. Je vais le faire en français aussi. Je suis aussi dégoûté que tout autre Canadien qui est au courant des faits. Je ne l'ai pas dit en anglais, je vais le dire en français, mais d'abord, j'aimerais souligner le travail impeccable qu'a fait la police pour assurer qu'il n'y a pas eu un attentat, qu'il n'y a pas eu un événement terroriste au Canada. C'est excessivement important. I just wanted to first, and I didn't say it in English, highlight the fact that the police did an exceptional job in making sure that there was not a terrorist event in Canada that was executed. J'ai la responsabilité comme ministre de l'Immigration de m'assurer que les Canadiens savent exactement ce qui s'est passé, quand et comment, quant à l'accès à la citoyenneté, à la résidence permanente de cet individu. Ce que je peux partager dans le contexte d'un processus criminel qui est toujours en voie d'exécution, sans compromettre
le procès en tant que tel. Je vais devoir consulter nos avocats, mais si je peux partager quoi que ce soit pour les Canadiens pour qu'ils savent exactement ce qui s'est passé, je vais le faire. J'ai ordonné à mon sous-ministre de faire ce tri à l'intérieur pour savoir exactement qui savait quoi, comment et pourquoi cette personne a eu la citoyenneté canadienne. Je vais le faire. Et je vais aussi entamer le processus de révocation de la citoyenneté canadienne avec les faits que j'ai sous les yeux pour l'instant. Thank you, Minister. And to return to today's announcement, I'm wondering if I could get you to speak in English just briefly about the significance of the announcement. Well, we're a bilingual country. I think that's what's significant. And our federal immigration system has never been as good as it really should have to make sure that Francophone communities that are vulnerable have the level of immigrants to make sure that these communities that suffer like other rural communities in Canada that draw from big urban centers. But it's even worse and more acute when it comes to languages, which is the heart of anyone's culture and identity, the way they express themselves, and making sure that we have Francophone immigrants, and the federal government is doing its job to make sure Francophone immigrants are attracted to these rural communities, which are often smaller, is one that's excessively important. Last year I announced, as Darryl mentioned in introduction, an increase from 4%, which we reached with difficulty, to 6%, so 50% more for this year. We're on good track to achieving that to 7% and 8% in the next couple of years. But it can't just be a question of volume. It has to be a question of integration and proper supports. What the federal government can only partially achieve, but we need to make sure that these communities are well supported. So today I'm announcing 10 more communities that is part of our Welcoming Communities program. There are 24 across the country that do welcome Francophones as their first experience in Canada. It's important that they have the proper support when they're getting into those communities. So we announced 10 more, about a third to half of which are in the Maritimes. And then the project pilot that you asked me a question about, which is to make sure that students that are in a Francophone institution, it makes sense they're coming here to study in French and get their first exposure to being integrated to Canada through a post-secondary institutions, have an accelerated pathway to permanent residency. This is part of the structure that we need to continue to impose as we increase the numbers of volume of people that come in here, because it can't just be a volumes number where everyone goes to a large urban center and then integrates into a largely Anglophone environment. So I think these are important for our national identity, or they're equally, if not more important, for the communities that are depopulating and need immigration. Immigration is one of the answers, but it's not the answer to everything. But it is indispensable to this discussion. And that's something I'm proud of and I'll continue to work on. And I think our government will continue to push as we make sure that we have thresholds for communities that are Francophone speaking outside Quebec, that they have that vitality they've been asking for so long. Thank you. Bonjour, Adrien Blanc de Radio-Canada, à 6% pour cette année. Alors pourquoi ne pas aller au-delà et suivre la recommandation d'organismes francophones qui sont ici et essayer d'atteindre les 12% qu'ils demandent? C'est que je vais le faire, mais je vais le faire de la bonne façon. Je l'ai dit très clairement en annonçant les taux l'année dernière, que je voulais pas faire du n'importe quoi. Je ne veux pas piger dans l'inventaire, puis simplement atteindre le volume. J'ai dit aussi très clairement qu'autant augmenter les objectifs. On a un défi d'intégration, et puis je l'ai entendu très clairement quand j'ai lancé notre politique francophone à Caraquet. Il y a des défis d'intégration qui dépassent la capacité effective du gouvernement fédéral, et surtout dans des communautés qui sont plus petites, qui ont peut-être le logement qui est nécessaire, les travaux. La bonne façon d'intégrer quelqu'un, c'est de s'assurer que cette personne a une job. Ce n'est pas toujours le cas dans des régions qui parfois souffrent. Et donc, réel ici aujourd'hui, là où nous sommes, autant que ça allait à Prince-Albert, où j'étais il y a 2 jours, ou même à Caraquet, où on peut passer notre journée en français. Évidemment, parfois dans une région de London, ont besoin d'apprendre l'anglais simplement pour pouvoir compléter leur journée. Alors, il y a des défis qui sont uniques à certaines communautés, il y a des défis qui sont communs. À augmenter les taux si j'ai cette confiance qu'on peut le faire de la bonne façon. Et puis, je voulais dire au récent rapport de l'ONU qui a comparé la situation des travailleurs étrangers au Canada à une sorte d'esclavage moderne. Comment est-ce que vous réagissez à ce rapport-là? De façon très colorée, et je résiste à cette caractérisation. Je pense que c'est difficile pour quelqu'un puis j'ai rencontré beaucoup de gens qui ont dans leur emploi des
des travailleurs étrangers temporaires. Il y a eu même une augmentation du double ou du triple de gens qui sont venus comme travailleurs temporaires depuis plusieurs années. Il y a des abus qui existent. Alors, je pense qu'il faut y travailler. On a annoncé l'année dernière l'important programme pour s'assurer que les gens qui souffrent d'abus de leurs employeurs puissent avoir des permis ouverts. Sur ces réformes, on va avoir plusieurs annonces à faire dans les mois à suivre. Il faut prendre en ligne de compte aussi le fait qu'on est dans une situation inflationniste, surtout qui souffre des abus, et c'est inacceptable au Canada. Yeah, sorry. Look, I think I object to the characterization. I think to some extent it's quite offensive to treat people that have employees that are temporary foreign workers as slave owners. I have met a number of them. I've been to farms. The Rapporteur General, the Rapporteur in this first meeting, my understanding, actually never went to a farm. It's something that I don't want to deny the underlying facts. There are abuses. I think the characterization is inflammatory. At the same time, I have a job to make sure that these abuses stop. As I said in my concluding remarks in French, any person in Canada, regardless of who they employ, need to treat people with dignity and respect according to law. And that isn't happening in some sectors that employ temporary foreign workers. That needs to end. I initiated earlier this year the open work program for people that were suffering abuses at the hands of their employers. It's not the be-all and end-all. There are a number of reforms that need to be put into place. It's work that I'm doing with my colleague, Minister Randy Boissonnault, who has responsibility for that program to make sure that low-wage stream doesn't have abuses associated to it, and those abuses need to end to the extent they are occurring. That is an area that has doubled or tripled in terms of numbers in the last few years for a number of reasons. But we are in a food inflationary scenario, and we don't, in implementing our reforms, make sure that we are not affecting food prices because that's something Canadians don't want to see. At the same time, they don't want to see people being treated improperly in Canada. It's a first world country, and that, in some cases, is occurring and needs to end. Bonjour, François-Pierre Dufault, Radio-Canada Acadie. Votre gouvernement, il y a quelque temps, a imposé un plafond sur le nombre d'étudiants étrangers qui peuvent venir au Canada pour les prochaines années. C'est un plafond qui a touché plus durement certaines universités, dont l'Université Sainte-Anne ici en Nouvelle-Écosse. Aujourd'hui, vous annoncez que les étudiants étrangers vont pouvoir avoir une voie rapide vers la résidence permanente, 2000 d'entre eux. Est-ce qu'il n'y a pas là un message contradictoire de la part de votre gouvernement entre ces deux annonces-là? Non, pas du tout. Je trouve d'abord que le système, j'en ai parlé dans mon allocution, le système de visa international en est un qui a un problème d'intégrité. C'est sûr aussi que les institutions francophones sont des plus fragiles à travers le Canada, surtout celles qui sont dans des petites communautés comme ici et qui ont besoin de travail pour s'assurer que ces gens qui viennent ici soient bien appuyés. En même temps, je n'ai pas créé, je ne suis pas responsable d'un système de visa international qui fait en sorte que les gens demandent l'asile et le taux de demandeurs d'asile associé à certains programmes à travers le Canada est inacceptable. Et donc, il y a un travail de réforme et de fond qui doit se faire pour s'assurer que les gens qui viennent ici soient des gens de qualité qui viennent ici réellement pour étudier, qui ont les fonds nécessaires pour venir étudier ici au Canada. Mais on ne peut pas traiter une institution comme Sainte-Anne, comme l'Université de Toronto. C'est clair à mon esprit. Donc, ça prend un appui, notamment du gouvernement qui est responsable de façon juridictionnelle, notamment le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, pour s'assurer que ces gens-là, que ces institutions ont le financement nécessaire. Toutes les provinces qui ont et qui nous disent très clairement qu'ils ont la responsabilité, la juridiction sur l'éducation, ont cette responsabilité pour toute personne qui dit qu'elle a la juridiction de s'assurer qu'il y a un financement adéquat. Le financement des institutions postsecondaires ne doit pas se faire sur le dos des étudiants internationaux. Donc, on doit s'assurer qu'il y a ce bel équilibre
de financement pour ces institutions pour pouvoir accueillir les étudiants internationaux. Moi, j'ai un devoir de m'assurer qu'on puisse avoir un niveau d'immigration francophone. Et pour moi, de toute évidence, ça saute aux yeux que les gens qui sont ici, qui sont en début d'intégration, qui parlent français, qui sont en voie de devenir canadiens, puissent avoir une voie accélérée à la résidence permanente. Mais je ne veux pas du n'importe quoi non plus. Donc, c'est pour ça qu'on va devoir avoir les ententes avec les institutions pour s'assurer qu'ils ont les bonnes ressources, pour s'assurer que les gens sont bien parrainés, sont bien supportés, sont bien appuyés et vont bien s'intégrer dans la communauté. Donc, 2007 personnes, c'est pas rien, mais c'est pas la fin de la discussion non plus. Au niveau des communautés accueillantes, quelles ressources est-ce que le gouvernement fédéral va mettre à la disposition de ces communautés-là pour qu'elles aient les moyens d'être capables d'accueillir et d'intégrer les personnes? Oui, je ne l'ai pas dit dans mon discours, mais il y a une somme additionnelle pour les 10 communautés en question, d'à peu près 11 millions. C'est des discussions qui sont en cours de négociation présentement avec ces communautés. Donc, surtout du financement, mais aussi l'appui du gouvernement fédéral dans la logistique et l'exécution et la mise en œuvre, l'accueil des nouveaux arrivants francophones. Jean-Philippe Giroux du Courrier de la Nouvelle-Écosse. Donc, ma question concerne les communautés francophones accueillantes. Plusieurs municipalités en milieu rural font face à des défis majeurs, notamment le manque de personnel francophone, les défis de logement, de transport. Je voulais savoir comment est-ce que vous allez travailler avec d'autres ministères pour toucher aux autres défis majeurs, tout en bonifiant le programme des CFA. C'est une question fort pertinente, parce que ça touche les limites effectives de la juridiction fédérale. Je l'ai dit très clairement à mes collègues ministres la semaine, les collègues du ministre Boissonneau qui sont responsables de la francophonie. Ça prend l'implication du gouvernement provincial, que ce soit un gouvernement bilingue comme le Nouveau-Brunswick ou que ce soit la Colombie-Britannique. On a beau donner de l'argent, on n'a pas cette capacité effective de gérer le système d'éducation. On le fait peut-être par la bande parfois, de par l'octroi de visas internationaux, mais on n'a pas la juridiction directe sur le système d'éducation, sur le système de transport ou sur le système de santé, mis à part le financement que le fédéral octroie. Donc, ça prend cette implication. Ça prend pour les gouvernements en question, puis je ne pense pas qu'il y ait un gouvernement provincial territorial qui fait exception, cette implication pour s'assurer que les francophones qui viennent ici soient bien entourés. Et vous l'avez nommé, même à Caraquet, quand j'ai lancé la stratégie francophone avec 40 mesures concrètes du gouvernement fédéral, ce qui manque, c'est l'implication du gouvernement provincial dans des enjeux, le transport, le logement, l'éducation, évidemment les soins de santé, et avec l'augmentation du gouvernement, de l'implication du gouvernement fédéral dans la petite enfance, des éducateurs de qualité qui vont pouvoir enseigner, dans ce cas-ci, en français. Donc, c'est une partie de l'histoire. Le gouvernement doit faire sa part, surtout au niveau volume, mais ce n'est pas la fin de l'histoire non plus. Et en évaluant le projet des CFA dans les communautés rurales, est-ce que vous avez trouvé des points en commun, des défis majeurs qui revenaient souvent avec les communautés rurales en particulier? Oui, bien d'ailleurs, on en a parlé aujourd'hui. Ils ont parlé de la lourdeur administrative de mon département. C'est clair qu'on fait des grosses choses à IRCC. Les petites choses de régionalisation, je pense qu'il y a du travail à faire pour peaufiner notre implication, pour s'assurer qu'une immigration qui est responsable en est une qui ne met pas uniquement les gens dans les grands centres urbains. Donc, évidemment, le volet régionalisation, s'assurer que les petites communautés soient bien appuyées par mon département et que cette lourdeur administrative qui est surmontable comme une région comme Montréal, Halifax ou Toronto ne soit pas la même qu'ici. Puis ça, c'était très bien noté. C'est quelque chose que j'entends à travers le pays, notamment que je sois à Yellowknife ou que je sois ici, c'est qu'il y a une importance de s'assurer, de un, que le marché du travail soit bien arrimé avec les demandes d'immigration et que l'accompagnement soit plus approfondi du gouvernement fédéral. Comme je le dis, on ne peut pas tout faire, puis l'immigration, ce n'est pas la réponse à tout, mais c'est une grosse partie de la réponse en ce qui a trait à la dépopulation, puis l'importance de pouvoir combler des travaux, surtout en régions qui sont très différentes de ce qui peut se trouver au centre-ville d'Halifax. Merci. Y a-t-il un journaliste que j'ai manqué? Is there a reporter I forgot?
You already asked the questions. We can go again if you want. I've got lots of time. I mean, if we go, okay.